Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est de retour, il est 14h45, dans un quart d'heure, c'est les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale en ce mercredi 19 juillet 2017. Pourquoi t'as Théo Momozig? Allez, il a fait le compte à rebours dans le chat. Oh, ça va, c'est pas bien grave. J'ai tweeté Acropolis, formidable. Vous aussi, partagez ce live sur Acropolis si vous voulez que les gens le voient. C'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée d'évangéliser le peuple d'Internet qui ne connaît pas encore l'émission Acropolis. Vous savez qu'Acropolis a des millions d'abonnés qui ne le savent pas encore. Voilà. Donc il faut qu'ils le sachent. Voilà, rebonjour, parce que tout à l'heure on a commenté ensemble le conseil des ministres, enfin le compte rendu du conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. C'était intéressant. Bon, après on est au milieu de l'été, hein. C'est pas les conseils des ministres les plus ouf du moment. Mais ça a été l'occasion de parler du chef d'état-major des armées. Voilà. Voilà. Évangélisons le peuple d'internet, répandons la bonne nouvelle d'Acropolis. Exactement, répandez la bonne nouvelle d'Acropolis. Mais faites pas vos relous, hein. Faites pas comme les gens qui font des spams dans les chats des autres et tout. Le peuple des internets, oui, les internets, ouais. Un gros bisou au collectif Les Internets d'ailleurs qui promeut les femmes sur YouTube, et quand je vois les commentaires qu'on a sous les vidéos des isoloirs dans lesquels on a accueilli des filles, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire hein, sur l'image des femmes sur Internet, tout ça. On y travaille à notre petite échelle. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que je cherche à recruter pour Acropolis une personne pour venir commenter avec moi les questions d'actualité au gouvernement. Voilà. Donc je cherche mon alter ego. D'ailleurs, si c'était une fille, ce serait mieux que si c'était un garçon, mais à la limite, on s'en fout. Voilà. Donc si tu es ancien assistant parlementaire au chômage, plutôt que de sombrer dans l'alcool et dans la dépression, je te propose de venir sur Acropolis. Tu verras, il y a aussi de l'alcool, mais il n'y a pas de dépression. Donc voilà. Et si on parlait de Doctor Who? Ah, lançons les vrais débats. Bon, je vais partager vite fait sur Twitter. Ah, c'est sympa. Prêchons la bonne parole d'Acropolis. Putain, les gens deviennent flippants, tu sais. Ah. Donc, questions d'actualité au gouvernement qui vont commencer dans une petite dizaine de minutes. Vous connaissez le principe, 15 questions de députés, 15 réponses de ministres. Sur l'actualité, l'occasion non seulement de demander au gouvernement ce qu'il fout, ou ce qu'il compte faire, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il veut faire, mais aussi l'occasion d'entendre l'expression politique des groupes à l'Assemblée nationale qui profitent de leurs questions pour dire un petit peu leur point de vue à eux sur l'actualité. Voilà, donc on entend les insoumis s'insoumettre, on entend le Front National s'effronter, on entend les Républicains, la République en marche se mettre en marche, on entend les Républicains être divisés entre les constructifs et les destructifs, on entend, on entend les socialistes dire qu'ils sont pas d'accord mais quand même un peu, on entend le Modem dire qu'il est absolument d'accord même s'il a aucun ministre, enfin voilà, donc passionnant tout ça. On ne devient pas flippant, on l'a toujours été, c'est vrai. C'est vrai. Viens chez Acropo pour rester chômeur. Ah ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alcool à l'Acropolis, il n'y a que du jus de pomme. Et dans cette tasse, il n'y a que du café, je vous l'assure. Toujours la tasse Donald Trump. Hein. En plus, regardez derrière, pour bien vous rappeler hein, de qui on parle. 45th President United States of America. America. Vous allez continuer les vidéos sur le Parlement québécois? Bien sûr, c'est Florian qui s'en occupe. Et oui, on va continuer. Comment ça va, Jean? Écoute, ça va. Je t'avoue que je suis fatigué, pressé d'être en vacances, besoin de me reposer. Mais ça va, je suis content, j'aime bien les QAG, moi, vous savez, c'est mon émission préférée. Hein. Avec vous. Les moments où on discute avec vous et puis on voit un peu l'actualité, tout ça. Et puis comme d'habitude, en plus, c'est un début de quinquennat, donc c'est sympa les débuts de quinquennat, on apprend à découvrir les personnes. Ah tiens, t'as toujours le Go Full Screen. Ouais, il faut juste que tu changes l'URL du truc et du machin. Pardon, je parle à Tom qui s'occupe de la régie, encore un grand merci à lui. Merci également à Sylvain qui est avec nous dans la pièce. Et un grand merci à Amy qui nous aide à préparer les émissions des QAG commentées. L'émission phare s'il en est d'Acropolis. D'ailleurs, il faut que je m'ouvre. Attends, je reçois des trucs. Ah mais oui, non mais c'est les notifications des gens qui tweetent. Vous êtes des gens formidables. Vous êtes des gens formidables. Hop, 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 hop. Voilà, fort bien. Ça va aller là. Ça reste là. Voilà. C'est pas Théo qui est à la régie. Non, c'est Tom. Arrêtez.
Les QAG c'est sympa en rédaction de rapport, ça fait un bon fond sonore. Et bah très bien. Très bien, c'est bien ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui bossent en écoutant Acropolis, mais tant mieux. D'ailleurs, on va essayer à la rentrée, j'aimerais bien qu'on essaye de sortir les podcasts des émissions. Même si pour les QAG, il y a quand même des trucs à voir à l'écran, donc c'est pas la meilleure émission en podcast, mais les autres émissions, on peut faire des podcasts, ça peut être cool. Si tu veux, Jean, je te remplace pendant les vacances. Ouh là là. Faut monter le son, please. Ah ouais, le son de mon micro, tu l'as mis au minimum. Non, enfin, non, tu l'as mis sur le blanc. Mais j'ai jamais compris la différence entre le blanc et le bleu là sur ce truc là. Pourquoi on peut monter jusqu'à 300%? En plus, ça a pas de sens parce que 300%. Non, c'est important. C'est important. Moi, je commence pas cette émission tant que j'ai pas compris pourquoi Dorian a fait ça. En même temps, le jour où je comprendrai tout ce que fait Dorian. Voilà. À quand une radio Acropolis FM? Ah, tu penses? Une radio? Non, c'est chiant une web radio, non? Non, les podcasts c'est mieux. Web radio, ouais, si tu veux. Enfin bon, si on se met à faire des podcasts, il suffit qu'on mette les podcasts en boucle les uns après les autres, 24 heures sur 24, ça s'appelle une radio, hein. C'est chiant. Que fait Sylvain? Il supervise, il fait le café, il joue à Overcook. Il bosse. Un podcast Binge Audio. Alors vous savez que Binge Audio c'est nos voisins, hein. Ils sont littéralement la Binge Audio, ils sont à 5 mètres de moi là, à l'heure actuelle. Ils sont très sympas. J'aime bien ce qu'ils font. Acropolis FM c'est Vexanto H24. Putain j'avoue. Oh, on pourrait faire une radio Acropolis où on met une émission d'Acropolis entrecoupée par des morceaux de Vexanto. Ça aussi c'est un mec que j'aime bien rencontrer, Vexanto. Si un jour j'ai l'occasion. Si un jour j'apprends qu'il passe par la France, je lui dis mec, faut absolument qu'on aille boire un verre. Radio 24-24 c'est comme Stream 24-24 c'est chiant. Non mais c'est pas fait pour être regardé 24-24. Si on vous propose des streams 24-24 c'est pour vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, à un moment ou à un autre, de revoir les anciennes émissions d'Acropolis. C'est pour les gens qui font des insomnies, hein. Tu tiens un concept. Après, mais ça on vous en reparlera plus en longueur bientôt j'espère. Mais le but c'est que tous ces petits projets d'amélioration d'Acropolis, ce soit vous qui les portiez. Parce qu'il y a des gens qui sont bien plus doués que nous, qui ont des idées, qui ont des envies, etc. Ah, on entend les députés derrière moi, ça va pas tarder à commencer. Et la communauté d'Acropolis, c'est une communauté proactive, hein, c'est une communauté qui fait des trucs. Vous n'êtes pas que des consommateurs d'Acropolis, vous participez en permanence à améliorer le projet et le site internet il est fait par Kobaru qui est un bénévole d'Acropolis, les émissions QAG sont préparées par des bénévoles d'Acropolis, il y a tout un tas de trucs qui sont développés par des gens bénévolement, etc. Donc nous, moi mon idée c'est de vous donner l'opportunité de faire. De faire. Et Natou qui fait un don de 8 € pour payer le verre avec Vexanto. Putain, vous êtes sympa. Merci beaucoup, Natou, pour ton don. Et ça, c'est beau ce partage de compétences. Ah ouais, non, mais ça, c'est beau. Ça, c'est formidablement beau. Il est 14h53, plus que 7 minutes. Et maintenant, je vous pose la question fatidique. Si vous étiez député et que vous aviez l'opportunité aujourd'hui de poser une question au gouvernement, sur quel sujet est-ce que vous lui poseriez une question? Voilà, dites-moi un peu, dans l'actualité, il faut que ce soit un lien avec l'actualité, il faut que ça ait un lien avec les compétences du gouvernement, donc pas un truc propre à l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement il va pas vous répondre, voilà. Voilà. Sur quel sujet est-ce que vous voudriez que le gouvernement vous réponde? Voilà. Ça peut être le chef d'état-major des armées, ça peut être la vaccination, ça peut être... voilà. Pain au chocolat ou chocolatine, je pense que définitivement on l'aura chaque mercredi cette blague, mais elle est bien. Sur la loi sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la loi sécurité? Parce que typiquement la loi sécurité c'est le Parlement qui s'en occupe, c'est pas le gouvernement. Pépito ou granola? Sur la neutralité du net, ok. Ouais, à l'occasion, bah ça c'était dans l'actualité parce qu'il y a eu la journée internationale de la neutralité du net il y a quelques jours. Sur les 13 milliards d'euros d'économies sur les territoires, ok. Avez-vous viré la community manager du ministère de la Culture? Allez-vous la remplacer par quelqu'un sans enfant? Le général of course, ouais, il s'appelle pas of course, il s'appelle De Villiers, mais ok. Protection des lanceurs d'alerte, ok. Comment faire pour éviter que les bacheliers se retrouvent sans fac à la rentrée? Budget de la défense sur la sécurité du territoire, ok. Coupe budgétaire. Une question sur les collectivités territoriales, l'effort de 13 milliards, ok. Renouvellement de leur graphisme. Mais non, justement. Le gouvernement, non, ça c'est pas le gouvernement qui peut répondre. Est-ce que vous serez à l'Apéropolis de Lyon le 22 juillet 2017? Eh, n'empêche, faudrait qu'on invite Najat Belkacem. Najat Belkacem, elle est lyonnaise. Franchement.
Cher Najat Vallaud-Belkacem. Je sais que tu regardes Acropolis parce qu'en plus, je l'avais rencontrée quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Ouais, vas-y, tweet. Ouais, ouais, tweet. Tweet une invitation à venir boire un verre ou nous rencontrer. Je l'avais rencontrée, elle était ministre de l'Éducation nationale, c'était au salon de l'éducation, machin, on avait fait un déjeuner avec d'autres personnes. Et elle me regarde, elle fait: ah, mais je vous connais, vous? Je dis: bah, je sais pas, peut-être. Parce qu'en plus, je l'avais déjà connu quand j'étais militant associatif. Et, et je lui dis: mais sinon, on l'a peut-être vu sur internet. Elle me dit: oui, c'est vous sur YouTube qui faites les questions au gouvernement et tout. Je dis: ouais, c'est moi. Elle me dit: ah, mais je connais, j'adore, c'est trop bien, Acropolis, c'est trop cool et tout, machin. Elle était vraiment genre: ah, mais c'est trop cool, j'adore ce que vous faites et tout. Donc, moi, j'étais trop content. Et voilà. Donc, du coup, cher Najat Vallaud-Belkacem, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à venir boire un coup avec nous samedi prochain. On organise un apéropolis avec la communauté d'Acropolis à Lyon qui aura lieu au bar dont j'ai encore oublié le nom. Merde, les Fleurs du Malte. Les Fleurs de Malte, Fleurs du Malte. Voilà. Donc viens boire un coup avec les abonnés d'Acropolis et tout, viens discuter, viens nous raconter ce que c'est que d'être ministre, qu'est-ce que ça fait de répondre au QAG et tout. On a plein de questions à te poser. Elle est lyonnaise, elle a eu du temps libre. Non, mais elle va le venir, j'espère. Que pensez-vous du trône de fer Parce qu'il faut suivre l'actualité en plus d'Acropolis. Eh oui, c'est terrible, Elias, c'est terrible. Quelle garantie ou prospective peut-on attendre des états généraux sur l'alimentation? Ouais. Ah bah du coup, si vous voulez que Najat Vallaud-Belkacem vienne, il faut que vous retweetiez le tweet qu'on a envoyé. Plus il y aura de retweets, plus on a de chance d'avoir une ancienne ministre à l'apéro. Gérard peut pas nous prêter une salle à Lyon? Non, mais on n'a pas besoin d'une salle, on a besoin d'un bar. Où peut-on retrouver les infos sur l'apéro? J'habite pas loin de Lyon. Sur Facebook. T'inquiète pas, tu retrouveras tout sur Facebook. Tout est partagé, il y a un event et tout. Mais viens, Ekin. Viens samedi soir, ça va être cool. Et Vizi qui a partagé dans le chat le Google Doc du jour si vous voulez participer. Un grand merci à toi. Mais alors du coup on a deux Google Docs concurrents. Non parce que, enfin bref, je vous expliquerai mais il faut qu'on voit avec Amy. C'est à quelle heure les questions? C'est dans 2 minutes, à 15 h. Allez viens, on est bien. Bon bah c'est cool, on verra les questions qu'on aura aujourd'hui, mais peut-être ouais, ça va sûrement être coupe budgétaire, couverture vaccinale, rentrée à la fac, chef d'état-major des armées. Puis voilà, c'est déjà pas mal hein, comme sujet. Qu'est-ce qu'il y a sinon comme... Il n'y a pas eu des faits divers récemment? Il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas d'incendie de forêt dans le sud, il n'y a pas d'inondation dans le Var, il n'y a pas de... Ouais, il y avait Trump pour le 14 juillet, bon ça, est-ce que ça mérite? Générique, allez c'est parti, générique, à tout de suite. Ouais, c'est ça en fait, ça arrache quand même les oreilles des gens. À mon avis, il faut supprimer cette histoire de 300%, faut laisser tout à 100% maximum et réduire si nécessaire. C'est mon avis, après moi je suis pas... Non, il faut pas. Ah, pas Sylvain qui dit qu'il faut pas. Ok. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a beau baisser le son des génériques, ça arrache quand même les oreilles des gens. Donc un jour, il va falloir m'expliquer comment ça se fait. Mais je... Encore une fois, Comment sont sélectionnés les députés qui posent des questions? Il faudrait qu'on fasse un bot dans le chat pour répondre automatiquement à cette question. Il y a 15 questions à poser. Elles sont réparties, les 15 questions, au prorata, dans chacun des groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale, au prorata de leur poids politique. Donc c'est La République En Marche qui a le plus de questions à poser, suivi de les Constructifs, suivi des Républicains, suivi du Socialiste. Non, il y a le Modem aussi, et les Insoumis. En gros, les Insoumis posent une question, les Socialistes posent une question, les Républicains posent une question, les Constructifs posent une ou deux questions. Le Modem pose une question et La République En Marche pose 5-6 questions, enfin un truc comme ça. Puis après il y a les non inscrits. Et ensuite c'est chacun au sein des groupes, c'est les groupes qui s'organisent eux-mêmes pour décider ensemble de qui veut poser une question cette semaine, t'as envie de parler de quoi Gérard, et pourquoi ce serait pas Valérie plutôt qui poserait une question, voilà. Chacun se démerde et voilà.
Les génériques qui arrachent les oreilles, c'est un peu la signature d'Acropolis. Ah bah ça réveille internet hein. C'est moche la liste en jaune, il y a pas moyen de changer la couleur. Mais on en parlait ce matin. Ça on n'y peut rien, ça c'est l'Assemblée nationale qui a pas refait son habillage vidéo depuis les années 80 je crois. S'ils ont pas de budget pour ça. Et là comme j'ai déjà dit, Acropolis veut bien refaire l'habillage vidéo hein. C'est fou ce que c'est moche ce jaune. Pourquoi ils ont choisi ça? En plus c'est pas lisible. Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que tous les groupes posent une question à chaque QAG? Oui, au moins tous les groupes posent au moins une question, oui. Qu'est-ce qu'un député non inscrit? Un député non inscrit, comme son nom l'indique pas, c'est un député qui n'est pas inscrit. Qui n'est pas inscrit dans un groupe, voilà. Qui n'est pas inscrit dans un groupe, tout simplement. Surtout avec le chat à côté, c'est pas lisible. Ouais, non, mais je sais, le chat ce sera lisible tout à l'heure quand il y aura les députés. Mais là. C'est ma première fois en QG, je suis très ému. Eh ben bienvenue à toi le Batman. Soyez les bienvenus si c'est la première fois que vous regardez Acropolis, soyez les bienvenus. Si ça fait pas longtemps que vous regardez Acropolis, soyez les bienvenus également. Installez-vous confortablement, vous allez voir, c'est sympa. C'est sympa et on apprend plein de trucs. Et on peut débattre et tout. Et puis on entend des avis contraires aux siens et tout, c'est cool. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui entre dans l'hémicycle, suivi de près par le secrétaire général de la séance. Il s'assoit au perchoir, il pose son iPhone. La séance est ouverte. Et il ouvre la séance. C'est fou, hein. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Maurice Leroy. Maurice Leroy, le premier député qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Député UDI. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, avant-hier au Sénat, avec le Président de la République, vous avez lancé la Conférence nationale des territoires. Ah. C'est une excellente initiative Oui. que les députés constructifs saluent, de même que je me réjouis de voir relancer l'ambition initiale du Grand Paris, notamment pour renouer avec l'axe Seine et pourquoi pas, Monsieur le Premier ministre, faire du Havre le port du Grand Paris. Il est député du Loir-et-Cher. Oui, il y a nécessité de recréer une relation de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Mais cela passe par des efforts également répartis entre l'État et les collectivités territoriales. L'État dépensier ne peut faire la leçon à des collectivités locales qui, elles, votent leur budget en équilibre et qui, elles, ont déjà supporté 11 milliards d'euros d'économies. Maurice Leroy, député constructif, mais qui attaque quand même le gouvernement. Il faut un contrat, Monsieur le Premier ministre, mais pas simplement financier pour trouver de quoi boucler votre budget de l'État. Il faut prendre conscience de la désespérance silencieuse de nos campagnes. Il faut comprendre le sentiment d'abandon qui gagne nos territoires ruraux. Il faut du souffle et de l'ambition pour notre ruralité. C'est pas du tout une question Choupa, les questions Choupa, Monsieur c'est les questions de Fayot. Avec les députés constructifs, nous vous proposons de créer une non, parce agence qu'il est quand même assez critique, Maurice de Leroy. la revitalisation des territoires ruraux, à l'image parce que c'est voilà la première question de cette séance de questions au gouvernement qui attaque les économies que veut faire le gouvernement sur les collectivités locales. Sur tous les bancs de cet hémicycle. Êtes-vous prêt à créer cette agence pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, pour le déploiement du très haut débit et pour revitaliser nos territoires ruraux de la France périphérique? Merci. Voilà, Maurice Leroy qui est Monsieur constructif Leroy. puisqu'il fait une proposition de créer une agence nationale ministre de l'Intérieur. sur la question de la ruralité en gros. Et c'est Gérard Collomb qui va lui répondre. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe des territoires. Enfin non, en plus il y en a un autre. Je sais pas pourquoi c'est lui qui lui répond. Monsieur le député Leroy, vous avez raison de vous réjouir de la tenue de cette conférence nationale des territoires. En effet, oui, le son, on est en train de le régler, rassurez-vous. Le Premier ministre, le gouvernement ont choisi la voie du dialogue avec les territoires et je peux vous dire que le ministre de l'Intérieur que je suis s'en réjouit profondément. Je me souviens de la baisse des dotations globales de fonctionnement
qui effectivement, comme vous l'avez dit, était relativement importante. Et vous avez pu le constater. Ah, il s'en souvient bien, Gérard Collomb, il était maire de Lyon à l'époque de la baisse des DGF. La dotation globale de fonctionnement, c'est l'enveloppe de pognon que l'État donne chaque année à chacune des collectivités pour leur permettre de fonctionner. Participent ensemble à l'effort nécessaire, et vous le savez, cet effort est nécessaire. Certains candidats, dans leur campagne électorale, avaient annoncé une baisse des dotations de 20 milliards. Ici, il s'agit de 13 milliards, et 13 milliards qui ne se fera pas par baisse des dotations, mais par... Pourquoi il s'enflamme? Alors là, Gérard Collomb, il parle très fort parce qu'il entend les députés qui sont pas d'accord avec lui, qui l'engueulent. Il se fait soutenir par des applaudissements de la majorité En Marche. Des pistes intéressantes pour reconstruire le Grand Paris. Monsieur le député, nous sommes à votre écoute sur ce sujet. Alors que vous voyez le président du groupe Les Républicains qui a l'air de se marrer parce qu'il n'est pas du tout convaincu par la réponse du ministre de l'Intérieur. Ça commence bien, ça, la question des dotations aux collectivités locales, c'est toujours un truc qui génère du débat à l'Assemblée nationale. Daniel Brulebois. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, ce lundi 17 juillet s'est tenu au Sénat le lancement de la Conférence nationale des territoires en présence de Monsieur le Président de la République, du gouvernement, de nombreux parlementaires et élus de nos territoires. Nous sommes plusieurs sur ces bancs à y avoir participé et écouté le Président de la République détailler son ambition pour notre pays dans la lignée de ses engagements courageux pris durant la campagne présidentielle. Meilleure prise en compte de la ruralité, couverture numérique, mobilité, services publics, réforme de l'imposition locale, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Les nombreux défis à relever pour nos territoires sont identifiés depuis longtemps. Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle dans une démarche de dialogue constructif, de concertation et de décision partagée. Cette méthode, voulue par le président de la Daniel Brulebois qui lit sagement la note qui est écrite pour parler de la conférence nationale des territoires qui a été lancée au Sénat par le président de la République. Daniel Brulebois, elle est institutrice de profession, figurez-vous, elle est élue du Jura, elle a été directrice d'école et elle est chevalier de l'Ordre national du mérite depuis 2014. L'association d'élus étaient présents, ils ont salué cette réunion qui a posé les jalons d'un travail collectif pour un pacte de confiance tant attendu pour réconcilier nos territoires, différents et complémentaires. Ça a l'air de beaucoup énerver les députés d'opposition. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser les contours de ce nouveau processus? Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, l'intérêt de tout le monde est que chacun puisse entendre les questions et les réponses. Il n'est pas nécessaire de faire des commentaires pendant les questions ou les réponses. Chacun et chaque groupe a la parole à tour de rôle. La parole est maintenant à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Alors là, on était vraiment dans la question préparée à l'avance avec le gouvernement. C'est vraiment la question naze et qui donne, la possibilité au ministre de la Cohésion des Territoires de répondre. Je vais répondre à la question. Au demeurant excellente. La Conférence nationale des territoires, quel est son objectif? Oui, pardon, j'avais mal entendu. Quel est son objectif? C'est d'avoir un instrument de dialogue et de concertation où nous puissions nous dire les choses, l'État et les collectivités. Et d'ailleurs, c'est une excellente chose que le ministre d'État Gérard Collomb parle de la ruralité et que moi je parle des métropoles. Mais je vais vous en parler, moi. Je vais vous en parler. Nous avons... Les députés qui trouvent que Gérard Collomb n'a pas assez parlé de ruralité. La volonté d'instaurer ce dialogue qui a manqué
depuis des années, quels que soient les gouvernements, nous avons le besoin de nous dire les choses, de poser les problèmes et d'essayer de trouver des solutions ensemble. L'État n'est pas là pour donner des leçons aux collectivités. Il est là pour construire avec vous. Nous avons ensemble des efforts à réaliser. Nous les ferons ensemble. Et sachez que je suis toujours un élu local. J'entends les messages qui nous sont délivrés dans les territoires ruraux, dans les banlieues. Et nous savons ensemble le travail qui nous attend. C'est tout le temps aussi agité. Non, 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 là c'est exceptionnel. Je n'entends pas non plus en recevoir aujourd'hui, alors que nous sommes au début d'un quinquennat où nous voulons réussir cette concertation et ce dialogue. Nous avons rendez-vous dans 6 mois après le travail de ces 5 ateliers. Et à ce moment-là, je serai là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, Daniel Brulebois qui a posé une question, qui est le bon exemple de la question qu'il ne faut pas poser. C'est une non-question, un truc qui n'a aucun intérêt, aucun sens. Et la réponse du ministre, qui elle était un petit peu plus politique. Ma question s'adresse à Madame la Ministre. Même si elle était très courte, parce qu'il ne pouvait pas faire beaucoup plus. C'est Jean-Luc Masson qui prend la parole. Où êtes-vous? Que faites-vous? Le ministre des Comptes publics a annoncé mardi dernier que votre ministère devrait subir 850 millions de coupes budgétaires. Et on ne vous entend pas. Votre silence est assourdissant, pourtant cette décision de Bercy est inacceptable et ses conséquences terribles pour nos militaires. Madame la ministre, votre silence est tout aussi assourdissant suite au sort réservé à l'ex-chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Devant les députés membres de la commission de la Défense, le chef d'état-major des armées a exprimé le sentiment de trahison légitime qu'éprouvent les militaires français au regard des promesses faites et non tenues par l'exécutif. Ah, le général Pierre de Villiers qui est devenu le nouveau héros de la droite sur la dénonciation de la baisse des budgets de l'armée. Alors que personne ne peut remettre en cause la droiture, le sens de l'État et l'attachement à la République du général Pierre de Villiers. Jean-Louis Masson, il est capitaine de gendarmerie, hein. Colonel de gendarmerie, pardon. Les militaires qui risquent leur vie chaque jour ont besoin de soutien, de considération, voire de respect, pas de coupe budgétaire ou d'actes d'humiliation. La démission du général Pierre de Villiers est aujourd'hui un événement exceptionnel. Le Monde titre un événement historique. La confiance entre le chef d'État et notre armée est gravement mise à mal, sans doute rompue peut-être, définitivement. Madame la ministre, comment allez-vous expliquer ces décisions à nos forces armées et quand allez-vous enfin les respecter? Jean-Louis Masson donc, qui demande des comptes à la ministre de la Défense, la ministre des Armées, pardon. La parole est à Madame la ministre de la Défense, Florence Parly. Sur ces questions, je crois que c'était la ministre des Armées, faudrait savoir. Voilà, la ministre de la Défense qui prend la parole. Monsieur le Président, pour répondre mesdames et messieurs les députés, à l'interpellation du député. Si la considération pour nos militaires devait se mesurer à l'aune des annulations budgétaires, alors je pense que certains ici sur ces bancs pourraient procéder à leur examen de conscience. Ça, c'est pour la tête à la droite et à la gauche. En gros, ce que vient de dire la ministre, c'est personne n'a de leçon à donner sur les coupes budgétaires. Le général Pierre de Villiers a remis ce matin au président de la République sa démission. Le président de la République l'a accepté. C'est le choix du général de Villiers et je le respecte. On y croit moyen, hein. Au coup du choix du général. Et je souhaite rendre hommage à l'action du général de Villiers qui, depuis 2014, en tant que chef d'état-major, a conduit avec succès les opérations de nos armées sur les théâtres extérieurs comme en métropole. Et je veux lui rendre hommage pour la transformation qu'il a réalisée du ministère et du fait que l'armée française est une des meilleures au monde. Je voudrais maintenant saluer le général François Lecointre, général de corps d'armée, qui est nommé pour lui succéder comme chef d'état-major des armées. C'est un officier d'une qualité exceptionnelle, c'est un officier expérimenté, il a toute ma confiance pour relever les nombreux défis qui l'attendent. C'est ce que je lui dirai dans quelques heures lorsque je le recevrai,
pour lui indiquer toutes les responsabilités qui sont les siennes. Alors en effet, le contexte n'est pas facile. Le budget 2017 a fait l'objet... Madame la ministre. Ah ouais, c'est 2 minutes. La parole est maintenant à monsieur Mathieu Orphelin. C'est 2 minutes le temps de réponse. Hein. Voilà, c'était juste une réponse qui a permis de dire merci au général Pierre de Villiers et bravo à François... Pour certains délaissés, voire méprisés. Machin, le nouveau. Beaucoup ne peuvent se verser un revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté. Les enjeux auxquels ils font face sont immenses mais vitaux pour notre pays. Ils concernent une meilleure santé pour chacun via une alimentation plus saine et durable, la réduction des impacts sur l'environnement. C'est une question sur les agriculteurs. De nos territoires ruraux. Le projet porté par La République En Marche aux élections présidentielles et législatives entend agir vigoureusement pour concrétiser un nouveau modèle agricole via des mesures fortes telles qu'un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour accélérer la modernisation des exploitations sur le bien-être animal, la protection de l'environnement, les circuits de proximité, via également la volonté de porter vigoureusement au niveau européen les outils de régulation adaptés à chaque filière pour protéger les agriculteurs de la volatilité des prix, ou encore l'objectif d'atteindre d'ici 2022 50% de produits issus de l'agriculture biologique, autre label de qualité. Ce qu'on appelle la volatilité des prix, c'est le fait que les prix sont fixés par la rencontre de l'offre et de la demande, comme vous le savez, et que en fonction de la production mondiale, en fait, les prix peuvent monter, chuter, etc. Et du coup, il y a très peu de prévisibilité pour les agriculteurs. Comment assurer une meilleure répartition de la valeur. Et donc du coup, il y a un besoin de lissage des prix au maximum pour qu'on sache à peu près dans quelle fourchette on va pouvoir vendre son litre de lait ou son kilo de blé, sa tonne de blé pour l'année prochaine. Pourriez-vous nous donner les grandes lignes de la mise en œuvre de ces états généraux de l'alimentation, méthode et calendrier, modalités de l'association des parties prenantes et du public, principales questions qui seront débattues, modalités du travail interministériel. Mathieu Orphelin, c'est un ancien écolo, il était élu Europe Écologie Les Verts, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Il est ingénieur spécialisé en environnement et docteur en énergie. De l'alimentation, monsieur Stéphane. Donc il fait partie des députés écologistes. Merci, monsieur le Président. Élus sous l'étiquette La République En Marche. Le député Mathieu Orphelin, nous sommes en France avec la plus belle agriculture et la plus belle et performante au monde. Et je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir vous parler des États généraux qui ont été annoncés au mois de juin dernier par le Président de la République et sur lesquels nous allons débuter les travaux dès demain. Nous avons ici 4 objectifs que nous partageons: relancer la création de valeur et assurer son équitable répartition, permettre aux agriculteurs de vivre dignement et d'être rémunérés au plus juste prix. Et comme vous le soulignez dans votre question, aujourd'hui, les prix payés aux agriculteurs sont bien trop faibles et nous devons nous donner les capacités d'investir pour préparer l'avenir de notre agriculture. Ça, c'était l'argumentaire qui était développé par Emmanuel Macron pendant la campagne. Le but pour l'agriculture, ce n'est pas de gaver d'aide financière les agriculteurs, c'est de leur permettre de vendre au juste prix leur production, alors qu'on vient de voir à l'image très rapidement Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture sous le précédent gouvernement. Ne pas les opposer, c'est leur donner chacun la chance de pouvoir accéder au marché qui sont attendus par nombre de nos consommateurs. Nous avons besoin aussi de promouvoir les choix de consommation qui privilégient une alimentation saine, durable et équitable. L'ensemble des parties prenantes seront mobilisées dès demain sur 2 chantiers. Le premier consacré à la création et la répartition de la valeur et l'autre plutôt sur les attentes sociétales pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous qui aura lieu courant octobre-novembre. Une restitution globale... Voilà, là encore c'est une question attendue entre la majorité et le gouvernement où le député de la majorité Mathieu Orphelin donne l'occasion au gouvernement de présenter son Grenelle de l'agriculture, enfin comment ils appelaient ça, les états généraux de l'alimentation, voilà c'est ça. J'ai entrepris depuis mon arrivée au ministère de nombreuses consultations avec l'ensemble des filières, les distributeurs, les transformateurs et je puis vous dire qu'avec mes collègues ministres, nous sommes mobilisés pour réussir. La parole est maintenant à monsieur Jean-Paul Lecoq. Ah, les copains, il va falloir apprendre à être un peu plus... Merci monsieur le Président, monsieur le Premier ministre. L'amiante tue 3000 personnes par an. 45 500 morts depuis 2004. Or, 20 ans après son interdiction, les victimes attendent toujours un procès au pénal. Dès lors qu'il est avéré que les maladies ayant causé le décès de ces ouvriers sont dues à l'amiante, qu'il est attesté que cette relation de cause à effet était connue bien avant l'interdiction de sa fabrication et de sa vente en 1997, sans qu'aucune disposition ne soit prise auparavant pour remédier à ce danger mortel. Alors, il y a une accumulation de fautes. Et qui dit faute
dit recherche de responsabilité dans la mort de milliers de salariés et retraités. Il suffit de constater l'ampleur du désamiantage des bâtiments depuis pour estimer la hauteur de cette faute massive qui a consisté à ne rien faire pendant si longtemps. Aujourd'hui, le parquet suggère de cesser les investigations, prétendant que les responsables de cette tragédie ne peuvent être identifiés et n'auraient pas de compte à rendre. Que le patronat qui exposait ses ouvriers à ce poison n'y était pour rien. Que les entreprises qui l'utilisaient, le fabriquaient et en tiraient profit n'y étaient pour rien. Que l'État restait passif avant 1997, alors même que d'autres pays avaient légiféré, n'y était pour rien. Jean-Paul Lecoq qui tire la sonnette d'alarme sur l'amiante qui continue de faire des ravages. Jean-Paul Lecoq, il est animateur de profession, c'était un animateur, élu du Havre, lui il vient de la Seine-Maritime. Contre ceux qui il était maire d'une ville à côté, Gonfreville de Lorcher, c'est à côté du Havre. Une catastrophe sanitaire, tel le nuage de Tchernobyl, s'est transformé chez nous en crime sans coupable. Quand par exemple les dirigeants italiens de l'une des entreprises faisant actuellement l'objet d'investigations ici ont été condamnés dès 2009 à Turin. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez séjourné longtemps dans une grande ville industrielle et côtoyé ses victimes, je vous demande d'agir pour ne pas enterrer une seconde fois celles et ceux qui ont payé de leur vie une faute mortelle de grande ampleur frappant des générations d'ouvriers. Merci. Merci, monsieur voilà le député. la question du député Jean-Paul Lecoq sur l'amiante. Solidarité et de la santé, madame Agnès Buzyn. Et c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui va lui répondre, c'est son rôle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je comprends la détresse de vos territoires durement touchés par l'amiante, notamment les ouvriers de Docker. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le Premier ministre, qui est également très attentif à ce territoire au sujet des ouvriers touchés par l'amiante. Les ouvriers de Docker, c'est ceux qui travaillent sur les docks, c'est bien ça, comme au port du Havre. Sur une décision de justice, mais par contre l'État doit prendre ses responsabilités et accompagner au mieux les personnes touchées. Aujourd'hui, la branche AT-MP accompagne sur le plan des maladies professionnelles ces ouvriers. Cela représente 17% des dépenses de la branche AT-MP, soit 2 milliards d'euros. Et 2 dispositifs d'indemnisation ont été créés. Le premier est la FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 2 millions, pardon. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Qui est-ce qui l'a corrigé? Et qui, j'ai cru que c'était le ministre du budget. C'est en direct, il fait non, attends. Et l'ACATA, qui accompagne les ouvriers, c'est une allocation de cessation anticipée d'activité qui touche 90 000 salariés. Il faut savoir que d'ores et déjà, 18 000 personnes ont été reconnues en maladie professionnelle, 3 700 nouvelles personnes ont été reconnues en maladie professionnelle en 2015. Et nous savons que ces dispositifs doivent être maintenant améliorés encore. Ils méritent des ajustements techniques que nous allons mettre en œuvre dans le cadre du nouveau contrat d'objectifs et de performance entre l'État et la FIVA qui doit être signé en 2017. La FIVA, c'est le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il risque d'augmenter encore dans les prochaines années, nous le savons, et donc nous serons attentifs à ce que ces dispositifs répondent aux besoins des personnes. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Géraldine Bagné. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Madame la Ministre, alors que pour nos heureux bacheliers, l'été rime traditionnellement avec repos bien mérité ou premier job d'été, voici que 87 000 d'entre eux sont encore dans l'angoisse, attendant qu'une hypothétique place leur soit attribuée en fac par le biais d'APB. On parle bien des 90 000 lycéens bacheliers qui n'ont pas encore d'affectation en fac. Puisque même une mention très bien n'assure plus forcément une place dans la filière choisie. C'est le tirage au sort qui prime parfois. Il paraît urgent de revaloriser le baccalauréat quand ce sésame ne garantit pas même à nos meilleurs lycéens la place pour laquelle ils se sont tant investis. Madame la Ministre, que faire donc face à ce que vous avez qualifié d'immense gâchis? Et plus largement, comment faire en sorte que l'université ne soit plus un entonnoir à l'entrée bien large mais à la sortie trop étroite? Comment faire pour qu'elle soit plutôt le gage d'une réussite véritable et suivie d'une véritable insertion professionnelle? Comment faire pour que la faculté reste un puissant facteur d'égalité des chances? Géraldine Bagné, elle s'y connaît en enseignement, en éducation, puisqu'elle était professeure de lettres classiques, enfin elle est professeure de lettres classiques, elle était maire de la ville de Courbeville et elle est élue de la Mayenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bagné, vous avez raison et j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement sur ce sujet. C'est effectivement un immense gâchis.
Au-delà du tirage au sort qui fait que les étudiants sont affectés non pas en fonction de leurs souhaits ou de leurs résultats, mais en fonction d'une sorte de loterie. C'était ma prof de latin au collège, c'est vrai? De la filière du premier cycle qu'il va nous falloir. Il y a des anciens élèves de Géraldine Bagné là? Vous savez, le dans le chat? Premier ministre Trop drôle. l'a rappelé, c'est seulement 40% des étudiants qui sont inscrits dans le cycle licence qui réussissent à obtenir leur diplôme en 4 ans. L'université doit donc redevenir... Putain, c'est énorme! Où l'on est capable de... Et alors, elle était comment comme prof? Le lieu où on est capable de s'épanouir et de s'enrichir, et non pas le lieu de l'échec. Pourquoi est-ce que l'université ne doit pas être le lieu de l'échec? D'abord parce que c'est un coût humain insupportable, à la fois pour les étudiants et pour leurs parents. Ensuite, c'est un coût social qui lui aussi est insupportable, puisque nous donnons à nos étudiants l'impression que le système, au lieu de les aider, les enfonce. D'accord, et donc la solution? C'est un coût financier considérable, puisqu'on peut estimer à presque 1 milliard d'euros le coût de l'échec en premier cycle. Elle faisait bien son taf, mais elle manquait d'autorité. Ah merde. Depuis 2 mois, j'ai trouvé cette situation et je m'emploie jour après jour à la résoudre. Et j'ai surtout souhaité être en capacité de lancer une concertation qui nous permettra de réformer profondément l'accès à l'enseignement supérieur de façon à ce que nous puissions assurer la meilleure réussite à l'ensemble de nos étudiants. Elle n'a pas prononcé le mot tirage au sort. On sent que c'est gênant pour le gouvernement cette histoire-là. Donc voilà, c'était ça la réponse, la ministre qui se contente de déplorer effectivement les ravages de cette orientation dans l'enseignement supérieur. Alors que c'est Olivier Faure, le socialiste, qui prend la parole. Avant de la poser, je voudrais rendre un hommage appuyé au nom du groupe Nouvelle Gauche au général Pierre de Villiers. Général Pierre de Villiers qui avait été nommé par François Hollande. Hein. C'est pas absurde que le groupe socialiste rende hommage à Pierre de Villiers. Ah, pas beaucoup d'applaudissements du côté d'En Marche. Hein. Par contre, on entend quelques applaudissements du côté de l'opposition. Ah voilà, l'opposition qui est pas d'accord, la droite qui trouve ça scandaleux que En Marche n'applaudisse pas le général Pierre de Villiers. Son professionnalisme, son sens de l'honneur lui valait à la fois le respect de ses hommes, mais aussi, je l'espère, je le crois, de tous les parlementaires. Et donc, sa démission... Ce matin ouvre une... Vous avez vu comment juste en une salle d'applaudissements on voit la gêne une crise de la majorité entre le chef de l'État et nos armées. Le pouvoir politique affiche une volonté de faire contre le terrorisme. Il envoie en première ligne nos soldats, mais ne leur donne plus les moyens de combattre aujourd'hui, d'assumer leur mission, en rompant avec l'effort budgétaire engagé sous le précédent quinquennat. Une crise démocratique ensuite, les recadrages, l'humiliation volontaire du chef d'état-major au lendemain de son intervention devant notre commission de la Défense est aussi une violation des droits du Parlement. Ça c'est très intéressant ce que vient de dire Olivier Faure, il en veut beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir rompu le huis clos de l'audition du chef d'état-major des armées. Et donc il parle d'une violation du travail par le chef de l'État des parlementaires. Notre Assemblée est limpide, silence dans les rangs, et ce message est forcément incompatible avec les missions de contrôle du Parlement. Olivier Faure qui se fait applaudir par les Républicains, ça faut reconnaître que ça a changé l'Assemblée nationale. Cette double crise est enfin un avertissement pour... Parce qu'Olivier Faure et les Républicains qui l'applaudissent se sont engueulés pendant 5 ans là. Distinguer l'autorité, louable, de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Putain, les Républicains qui applaudissent la charge contre l'autoritarisme. Renouer les fils tenus. Mon Dieu, c'est plein d'ironie cette séance, c'est incroyable. Olivier Faure qui est le président du groupe PS à l'Assemblée, du groupe Nouvelle Gauche. Donc comme c'est un président de groupe qui pose la question au Premier ministre, c'est le Premier ministre qui lui répond en personne. Monsieur le Président Faure, je voudrais... en premier lieu, m'associer à tout ce qu'a dit Madame la Ministre des Armées sur le salut républicain que nous adressons au général de Villiers au moment où il a présenté sa démission ce matin au Président de la République. Ah là, il y a des applaudissements d'En Marche.
Je veux également m'associer au salut républicain qu'elle a formulé à l'égard du général Lecointre, qui va prendre ses fonctions. Il était jusqu'à il y a quelques heures le chef du cabinet militaire du Premier ministre et mon conseiller défense. Il avait été pendant plus d'1 an le chef du cabinet militaire de mes prédécesseurs. Vous savez comme moi, puisque vous vous intéressez aux questions de défense, qu'il est lui aussi un remarquable officier de l'armée française qui lui fait honneur. Et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses fonctions. Ah, c'est assez intéressant ça. Je ne savais pas qu'il était le président du cabinet militaire du Premier ministre. Donc c'était le président du cabinet, c'était le directeur du cabinet militaire de Manuel Valls. Je suis heureux de vous répondre. Okay. Et au fond de façon extrêmement simple. Le général de Villiers a exprimé, il l'a redit d'ailleurs ce matin, un désaccord. Il a parfaitement le droit d'exprimer un désaccord. Bien sûr. Comme il a parfaitement le droit d'exprimer un désaccord avec le chef des armées. Mais comme un militaire, avec honneur, il ne peut pas contester le choix qui a été fait par son chef. Il a donc tiré les conséquences du désaccord qu'il avait lui-même exprimé. Je voudrais dire, mesdames et messieurs les députés, que dans cette affaire, chacun est dans son rôle. Le chef d'état-major des armées, qui exprime son avis et qui en tire les conséquences, et le président de la République, qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime. Oui, en gros c'est ça, il a le droit d'être en désaccord, mais il est obligé de tirer les conclusions de son désaccord et de démissionner. Et je ne pense pas, mesdames et messieurs les députés, que dans cette primauté du politique sur le militaire, il y ait quelque chose qui fondamentalement puisse choquer cette Assemblée nationale. Ça, c'est pas complètement faux. Il y a d'autres pays dans le monde où l'armée est supérieure aux politiques et où ça se passe pas très bien. Donc la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Les sujets militaires sont suffisamment sérieux pour qu'on les aborde avec le calme qui prévaut dans cette Assemblée et que vous êtes le seul à rompre. Monsieur Hutin. Ah, le Premier ministre qui vient d'engueuler directement un député, c'est rare. Hein. Il est faux de dire, mesdames et messieurs les députés, que les engagements pris par le président de la République auraient été méconnus. Le président de la République s'est engagé à faire en sorte que l'effort de défense de notre pays, parce que le monde est instable, parce qu'il est dangereux, soit porté à 2% du PIB à l'horizon 2025. En 2025. Je me permets d'indiquer, mesdames et messieurs les députés, que, puisque vous mentionnez les propos du président de la République le 13 juillet, vous devriez les mentionner en entier. Il a lui-même indiqué qu'à l'occasion du budget 2018, le budget de la défense serait porté à un minimum de 34,2 milliards d'euros, hors REX, je le dis, REX, c'est les 1,8 milliards recherche et développement d'euros de plus que ce qui était inscrit dans la loi de finances initiale. Vous pouvez vérifier sur le chat, s'il vous plaît. Un mot pour dire, Monsieur le Président Faure, que lorsque, en 2017, dans la loi de finances initiale, l'effort a été porté par rapport à 2016 à plus 600 millions d'euros par rapport à l'année précédente, vous avez indiqué sur ces bancs qu'il fallait saluer un effort exceptionnel. L'année prochaine, en 2018, cet effort sera porté à 34,2 milliards d'euros hors REX. 34,2 milliards hors REX, c'est-à-dire plus d'1,8 milliard, c'est-à-dire une progression, et ce sera probablement la seule, une progression considérable en volume, une progression plus rapide que la progression du PIB, plus rapide que la progression de l'inflation, c'est-à-dire un passage qui nous permet d'envisager la courbe qui nous mène jusqu'en 2025 à 2% du PIB. Je terminerai, mesdames et messieurs, en vous donnant un chiffre. Ça, c'est intéressant, parce que là, en fait, l'exécution de la loi financière. Édouard Philippe, il vient de renvoyer Olivier Faure dans les rangs en lui faisant remarquer que la loi de finances initiale, c'est celle qui a été votée par les socialistes en janvier dernier. Donc c'est bien en fait quand Pierre de Villiers critique le budget alloué à l'armée, il critique pas tant Emmanuel Macron que le budget initial voté en janvier dernier par les socialistes. Qui depuis c'est les recettes extra-budgétaires exceptionnelles. Ok, merci beaucoup, Canard. De très nombreuses années, on se paye de mots en mettant le budget OPEX à l'extérieur. Eh bien, nous voulons cesser cette mauvaise pratique.
nous voulons cesser cette mauvaise pratique. Nous allons augmenter les dépenses militaires. Nous allons commencer la réintégration des dépenses OPEX. Parce que c'est beaucoup. Alors les dépenses OPEX, c'est les opérations extérieures. En gros, tu as un budget de l'armée pour qu'elle fonctionne au quotidien, et en plus de ça, tu as un budget à côté qui est le budget spécialement pour les opérations extérieures. Je vous donne rendez-vous à l'automne. Et ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'il ne veut plus que le budget OPEX soit séparé, parce que du coup, ça fausse complètement le débat sur le budget de l'armée. Il veut réintégrer le budget OPEX à l'intérieur du budget de l'armée. Monsieur Bertrand Sort. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la Ministre, à l'heure où je vous parle, Bougez pas, on a un tout petit bug. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la Ministre, à l'heure où je vous parle, près de 87 000 jeunes sont passés à la satisfaction parfois euphorique d'avoir obtenu le baccalauréat, à la désillusion tout aussi cruelle, puisqu'ils se trouvent toujours sans solution d'orientation post-bac conforme à leur projet personnel. Il n'est absolument pas juste que l'orientation de lycéens dépende d'un système informatique appelé APB, et de même, le tirage au sort pour les filières les plus convoitées reste une méthode polémique et ressentie comme profondément injuste par un grand nombre de nos concitoyens. Les facs françaises doivent accueillir chaque année quelques 40 000 étudiants supplémentaires, une hausse démographique qui doit perdurer jusqu'en 2022. S'ajoutent à ces néo-bacheliers les étudiants en réorientation. Le système doit donc changer et l'admission post-bac doit se faire sur le respect de l'égalité de tous face à l'entrée à l'université. Des contrats de réussite étudiante ont été annoncés lors du discours de politique générale du Premier ministre. Afin de mettre fin à l'échec en première année d'université, il faut en effet donner beaucoup plus d'informations aux étudiants sur leur capacité à réussir dans une filière qu'ils pourraient choisir. L'université doit rester ouverte à tous et l'État doit œuvrer pour une meilleure réussite de ses étudiants. Nous devons donc supprimer le système injuste du tirage au sort, souvent source d'une profonde frustration et d'une grande déception. Bon nombre des étudiants aujourd'hui sans solution ont pourtant préparé avec beaucoup d'assiduité et à travers de nombreuses démarches leur orientation post-bac durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Madame la Ministre, ma question est la suivante. Afin de rassurer les jeunes bacheliers et leurs parents. Je suis tellement dégoûté de voir ce spectacle affligeant quand on sait que tout est décidé à Bruxelles. Je me demande si les personnes qui ont voté Macron pourront encore regarder dans la glace dans 5 ans. Alors là, en l'occurrence, l'orientation des étudiants après le bac, c'est pas décidé à Bruxelles du tout. Conforme à leur souhait. C'est con, hein, là, c'est con, tu tombes pile poil au moment où ça ne marche pas du tout ce que tu es en train de raconter. Pareil d'ailleurs pour le chef d'état-major des armées et pour le budget de la défense. Encore une question, cette fois-ci proposée par Bertrand Sort, une question sur l'orientation des bacheliers. Bertrand Sort, il est enseignant en SECPA. Vous savez, c'est section d'enseignement général et professionnel adapté, les SECPA. Qui toutes deux étaient prévisibles. Et c'est un élu de la Manche, il a été maire de Saint-Père-sur-Mer. D'abord l'augmentation de la démographie. Et ensuite, le fait que cette année, le choix a été fait d'ajouter dans le système d'admission post-bac les quelques 100 000 étudiants en réorientation après un échec en fin de première année de licence. Cette situation dont nous avons hérité, nous nous employons à la gérer chaque jour depuis 2 mois et nous la ferons disparaître en 2018 en supprimant le tirage au sort. Il n'y aura plus de tirage au sort pour les bacheliers à l'admission à la fac. 87 000 élèves. Alors que vous voyez Boris Vallaud à l'image, député socialiste, et Marie de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Très différentes. Une majorité d'étudiants en réorientation qui ont néanmoins leur place à l'université s'ils choisissaient de garder la même filière. Des étudiants qui ont été acceptés sur un de leurs choix, mais qui pour le moment ne l'ont pas accepté de façon définitive et attendent de voir si un meilleur choix leur sera proposé. Et enfin, un peu plus de 10 000 étudiants qui ont un réel problème d'affectation. Ils étaient 17 000 il y a 15 jours, ils étaient 36 000 il y a 1 mois. C'est pour ces étudiants que l'ensemble des universités et l'ensemble des services académiques ainsi que le ministère sont mobilisés jour après jour et continuent de travailler puisqu'il reste actuellement dans l'enseignement supérieur plus de 200 000 places libres. La concertation que j'ai engagée le 17 juillet avec l'ensemble des acteurs sur la réforme permettra de supprimer le tirage au sort en 2018, mais aussi et surtout
Merci, Il permettra par Madame la l'orientation ministre. La d'assurer parole la- est maintenant à Monsieur Maxime Minot. Toujours un problème de temps de réponse. Merci, mais Monsieur le Président. C'est des débuts de commencement Merci, Monsieur le de Président. réponse. Maxime Minot, Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la ruralité n'est pas un gros mot et la France périphérique n'est pas un produit marketing, mais une réalité que nous devons affronter sans tabou. Entendez-vous ces parents d'élèves qui se battent pour conserver leur classe dans les communes rurales? Je pense par exemple à l'école Carrette de Rieux. Entendez-vous ces habitants se mobiliser contre la fermeture des services publics de proximité, comme les bureaux de poste, celui de la Neuville-en-Haye notamment, et plus généralement des commerces de proximité? Entendez-vous ces maires qui combattent chaque jour une bureaucratie envahissante pour attirer des médecins et monter des maisons de santé synonymes de survie pour leur commune? Si le président de la République s'est prononcé sur ces points lors de la conférence des territoires, il faudra bien plus que ces déclarations d'intention, il faudra agir, il faudra des résultats. Mais comment les obtenir lorsqu'on s'inscrit dans la continuité du quinquennat précédent, en demandant toujours plus d'efforts aux collectivités locales, sans que l'État se les applique à lui-même? Comment les obtenir lorsqu'on envoie un message de défiance aux élus locaux, dans une large majorité bénévole, en souhaitant en réduire le nombre? Les Républicains qui ont donc posé deux questions aujourd'hui. La première, c'était sur le chef d'état-major des armées, et la deuxième, c'est sur la conférence des territoires et sur la critique portée par les Républicains, entre autres, de baisse des dotations aux collectivités locales. Maxime Minot, il sait ce que c'est que les collectivités locales, puisqu'il est élu de l'Oise, il a été maire de la ville d'Étouy en 2014, et il a 29 ans. Maxime Minot, il a moins de 30 ans, c'est cool ça. Figurez-vous que Femme Actuelle nous informe que Maxime Minot est célibataire. Moi je dis ça, je dis rien. La proposition du 1 euro pour la ville, 1 euro pour la campagne. Monsieur le Premier ministre, n'oubliez pas les territoires ruraux, ils sont la mémoire vivante de notre pays et ne vous oublieront pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et c'est Gérard Collomb à nouveau qui va répondre sur la ruralité. Monsieur le Président, et les dotations aux Mesdames et collectivités. Messieurs les députés, Monsieur Maxime Minot, comme vient de vous l'indiquer tout à l'heure Jacques Mézard, nous portons ensemble une même vision des territoires. Oui, les territoires sont différents. Il y a évidemment les grandes métropoles, mais elles aussi connaissent leurs difficultés, avec des quartiers qui, quelquefois, sont en train de se paupériser, de se ghettoiser. Il y a... Crache le morceau Gérard Collomb. Ah merde, ça marche pas. Ça va revenir, hein, bougez pas. Voilà. La France périphérique, en fait, c'est la France qui aujourd'hui connaît des problèmes de désindustrialisation et à qui il faut que nous donnions sa chance. Enfin, il y a les territoires ruraux dont vous parlez. Et le président de la République a indiqué, et je complète la réponse faite à Monsieur Leroy, qu'il comptait effectivement, sur le modèle de l'ANRU, créer une agence. L'ANRU, c'est l'ANRU, ANRU, c'est l'Agence nationale du renouvellement urbain. Que nous allons investir 10 milliards d'euros pour les quartiers, pour porter la mobilité dans ces territoires, pour y porter le numérique, pour faire en sorte qu'ils puissent se développer, retrouver une économie. Et je vous rappelle qu'en guise de service public, un ancien candidat que vous souteniez voulait diminuer le nombre de fonctionnaires de 500 000. C'est là la différence. Ça, c'est le rappel à la candidature de François Fillon pendant la campagne présidentielle, qui effectivement, s'était engagé à supprimer 500 000 fonctionnaires et en grande partie des fonctionnaires territoriaux. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue du Gers, Jean-René Cazeneuve, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. L'épidémie d'influenza aviaire a touché pour la deuxième année consécutive la filière avicole, en particulier la production de canards gras, mettant en grande difficulté nombre d'exploitations déjà fragilisées. Tous les maillons de la chaîne, en amont et en aval, ont été impactés. Accouvage, élevage, abattage et vente. Cette filière représente 100 000 emplois directs et indirects, 4 800 exploitations, 70% de la production est concentrée dans le sud-ouest de la France, dans les départements des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Les Landes étant le département le plus touché par ces crises successives. C'est surtout une filière de qualité, un savoir-faire,
un élément de notre culture que nous ne pouvons prendre le risque de voir disparaître. Au vu de l'importance économique, sociale et culturelle de la filière avicole pour nos territoires du Sud-Ouest, il me semble essentiel d'avoir une réflexion de long terme sur l'organisation de la filière pour mieux faire face aux prochaines épidémies. Lionel Causse, qui a un très bel accent du Sud-Ouest, il est élu des Landes, et donc c'est pour ça qu'il parle de la filière des oiseaux, j'ai oublié le nom de cette filière, mais voilà, qui tire la sonnette d'alarme sur la filière de l'élevage. Je précise que c'était un... Il est cadre dans l'économie sociale, Lionel Causse, et c'était un élu PS jusqu'à présent au Conseil général du canton de Saint-Martin de Seignan. Conseil général des Landes. Depuis plusieurs mois, enfin des Landes. Monsieur non, le il s'appelle pas comme ministre, ça. afin de rassurer la... Désolé, c'est la connexion en mousse du site internet de l'Assemblée nationale qui va pas tarder à nous rejoindre. Allez, 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 allez. Je sais pas, reclique dessus, je sais pas. Non, définitivement pas. Ah. Pouvez-vous nous apporter les la filière palmipède, je savais même pas qu'on disait la filière palmipède. Les indemnisations prévues à ce jour. Pour les canards, les oies et tout. Merci, monsieur le filière palmipède. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur Stéphane Travert. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Lionel Causse. Hashtag Donald Trump, haha, très drôle. Je connais bien les sujets concernant les problématiques de la filière avicole dans votre territoire du Sud-Ouest qui est fortement... Ouh là là, décidément... par les crises aviaires. Bon. Il était PS, il est républicain maintenant. Non, pas du tout, il est En Marche. Palmipède, ça fait un nom de biscuit. Vous avez vu les tweets du ministère de la Culture? Oui, on a tous vu, on en a parlé tout à l'heure. Et là, définitivement, on a un... Sujets ont fortement mobilisé le ministère de l'Agriculture afin que nous puissions déployer le plus rapidement possible un certain nombre de dispositifs d'aide pour accompagner la filière. Pour l'épisode H5N1 de 2016, les dispositifs... H5N1, c'était la grippe aviaire, hein, vous vous en souvenez. Soit en cours de paiement, ils seront soldés... C'était terrible, la grippe aviaire, parce que tous les élevages ont dû être abattus. La filière aval a bénéficié d'un dispositif d'avance remboursable mobilisant 11 millions d'euros et le ministère a obtenu récemment auprès de la Commission européenne, après d'intenses négociations, la validation d'un dispositif d'indemnisation des pertes par les entreprises de l'aval. Pour la crise de 2017 H5N8, conformément au calendrier annoncé par mon prédécesseur... Le pauvre ministre Travers, à chaque fois qu'il va parler d'agriculture, on va avoir des plans de caméra sur Stéphane Le Foll que vous voyez là, l'ancien ministre de l'Agriculture. À la mi-juin. Pattes de canard. Un dispositif de soutien également doté d'une enveloppe de 27 millions d'euros sera mis en place rapidement pour les opérateurs du maillon sélection à couvage qui sont impactés par l'épisode H5N8 et sous réserve de la validation par la Commission européenne. Et enfin, un dispositif d'avance remboursable pour les entreprises de l'aval sera également mis en place. De nouvelles mesures ont été décidées afin de prévenir une nouvelle introduction du virus dans les exploitations de volailles et éviter ainsi une éventuelle diffusion du virus dans ces exploitations. Ces mesures H5N8, c'est l'évolution du virus de la grippe aviaire. L'ensemble de la filière, bien évidemment, mais aussi l'ensemble des intervenants en élevage qui sont tous, chacun à leur niveau, impactés par le risque de crise sanitaire. Ces questions sanitaires seront bien évidemment abordées dans le cadre des États généraux et je vous invite à y participer. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à monsieur Stéphane... Voilà, forte préoccupation de la filière palmipède. Le 27 janvier 2015, le ministre de l'économie de l'époque définissait le canal Seine-Nord comme un projet à l'importance stratégique reconnu unanimement et comme une chance pour le développement économique des territoires du nord de la France. Le 3 novembre 2015, je l'interpellais ici même sur le respect des délais. Il me répondait alors « Monsieur le député, cela a trop duré. La feuille de route est claire, début des travaux en 2017 et mise en service à partir de 2023. » Le 3 mars dernier sur RTL, le même, devenu candidat à la présidence de la République, déclarait encore « Je confirme, le canal Seine-Nord, un grand projet d'infrastructure. » Ça, Stéphane Demilly, le canal Seine-Nord, c'est un peu son bébé. Et il est vraiment pas content du fait que l'État soit revenu sur sa parole. Et d'opérer ainsi la compétitivité du fret. Le ciel s'est assombri sur l'unique projet d'infrastructure donnant de la perspective économique à une région en grande souffrance. Oui, subitement, nous passons du rêve au cauchemar.
Les élus de mon groupe, et notamment ceux des Hauts-de-France... Quelle honte cette Assemblée nationale, bien triste mascarade. C'est quoi la mascarade? C'est Dominique qui parle du canal Seine-Nord Si vous ou renoncez à ce projet, même avec une élégante rhétorique en parlant de pause, ce qui ne dupe personne, non seulement vous éteindrez la seule petite lueur d'espoir qui brillait encore dans les yeux des habitants des Hauts-de-France, non seulement vous anéantirez des années de travail d'élus locaux qui ont organisé le futur de leur territoire autour du canal, mais en plus, et c'est peut-être là le plus grave, vous dégoûterez à jamais de la politique les habitants de ma région qui n'y croient déjà plus beaucoup, les crises électoraux de désespoir dans les Hauts-de-France l'attestant régulièrement. Les crises électoraux, c'est évidemment le vote Front National. Je vous conjure de donner une chance à ma région. Je vous conjure de démontrer que la parole de l'État a encore du sens dans notre pays. Je vous conjure de démontrer aux 6 millions d'habitants des Hauts-de-France qu'on peut encore croire à la politique. Stéphane Demilly, pas content du tout, l'élu du Nord, qui tient très très fortement au canal Seine-Nord, que le gouvernement souhaite mettre en pause. Et c'est le Premier ministre en personne qui va lui répondre. On va enfin savoir que va devenir ce projet. Les députés, Monsieur le Président Demilly, je connais l'intérêt du canal Seine-Nord, l'intérêt pour la région, l'intérêt que vous y portez. Cet intérêt et cette attention extrême a été exprimée par vous à l'instant. Elle a été également exprimée sur d'autres bancs de cet hémicycle la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de répondre sur cette question. Et cet intérêt est également exprimé au sein du gouvernement par un certain nombre de membres du gouvernement qui sont évidemment attachés à ce projet et qui le connaissent parfaitement. Il n'a pas voté la confiance au gouvernement, je crois qu'il s'est abstenu. Les Hauts-de-France, je n'ai pas besoin de citer leur nom pour que vous les identifiez. Monsieur le Président Demilly, le sujet... Il n'est pas président des constructifs, il est vice-président du groupe. De l'opportunité de ce canal. Le sujet n'est pas de se placer dans le rêve ou dans le cauchemar. Le sujet est de se placer, pas simplement du canal Seine-Nord. Notre pays s'est fait une spécialité de s'engager sur un très grand nombre d'infrastructures nouvelles de transport, toutes opportunes, toutes intelligentes, toutes intelligentes, toutes extrêmement attendues par ceux qui, localement ou plus largement, vont avoir besoin de les utiliser, mais qui sont assez peu, je dois dire, Monsieur le Président, financés. C'est un fait, et ce n'est pas le Premier ministre qui vous le dit, ou plus exactement, c'est le Premier ministre qui vous le dit, et c'est toute une série de rapports et d'analyses parfaitement objectives qui le confirment. S'agissant du canal, car je veux vous répondre précisément, Monsieur le Président, ce canal a un coût évalué à 4,9 milliards d'euros pour sa construction. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 40%. 40%. Environ 2 milliards sur 4,9. 40%. Les collectivités territoriales, parce qu'elles croient au projet, se sont engagées à participer au financement, et c'est très bien ainsi. L'État s'est engagé à hauteur d'1 milliard, environ 1 milliard d'euros sur ce projet. Reste, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, reste, pour boucler le financement, nous dit-on, à hauteur d'1 milliard, environ 1 milliard. Ah, il reste combien du coup à trouver? Et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, reste, pour boucler le financement, nous dit-on, un emprunt de 700 millions d'euros, dont, jusqu'à présent, nul n'a proposé de prendre la garantie, et dont, jusqu'à présent, personne n'a identifié la recette affectée qui pourrait venir permettre d'en rembourser le capital. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire, et regardons la réalité en face, que le projet, dont encore une fois je ne discute pas l'utilité, que ce projet n'est pas totalement bouclé. Alors j'ai rencontré à sa demande, et parce que, dont encore une fois je ne discute pas l'utilité, que ce Putain, on a des boucles dans le stream, c'est con parce que la réponse est hyper précise. Il manque 700 millions d'euros pour boucler le budget. Le budget, tout le monde y croit, tout le monde pense que c'est génial, mais il manque 700 millions d'euros. L'Union européenne finance, les élus locaux financent, l'État finance. Il manque 700 millions. Et le Premier ministre qui dit, mais les 700 millions, personne ne sait comment est-ce qu'on va rembourser le capital une fois qu'on l'aura emprunté. Proposition consistante à dire que faire des emprunts pour rembourser des dettes, jamais bon signe. Non, là c'est pas du tout ce dont on est en train de parler. Là on parle de faire un emprunt pour construire un projet d'investissement. C'est pas du tout de la dette. Étant prise en charge par l'État, c'est-à-dire que c'est une solution de trésorerie, de décaissement, mais ça n'est pas une solution totalement satisfaisante pour l'instant. Je salue le geste, je salue la proposition. Sans elle, on aurait probablement du mal à trouver une solution globale. Mais elle n'est pas encore complètement satisfaisante parce qu'il reste cette question de la garantie sur les 700 millions et parce qu'il reste la question de savoir comment ces 700 millions seront remboursés. C'est la raison pour laquelle... Ah putain, tu peux tenter un F5 des familles? Un grand merci encore à Tom à la régie qui se bat avec le site de l'Assemblée nationale qui définitivement
a décidé de nous faire la tronche aujourd'hui. 700 millions. Vous voulez pas faire des dons? 700 millions, ouais, franchement, entre nous. Petit financement participatif des familles et 500 millions, on les trouve. Hein. Y a qu'à les prendre au budget de l'armée, les 700 millions. Toi, tu as des problèmes, toi. Au ministre de l'Agriculture et de voilà, bon, on n'entendra pas la fin de la question, mais vous avez compris le problème. C'est au tour de Richard Ramos de poser sa question. Présidentielle. Ces états généraux qui vont réunir l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, notamment les représentations agricoles, des industries de transformation et la distribution, mais également des consommateurs. Elles sont très attendues. En effet, l'agriculture en France traverse une crise extrêmement grave, depuis une trentaine d'années, essentiellement liée à la chute des prix payés. Les prix, tels qu'ils sont fixés aujourd'hui, ne permettent pas à nos agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Monsieur le ministre, les agriculteurs sont à genoux. L'an dernier, la moitié des producteurs de lait a gagné moins de 350 € par mois pour 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Cette crise est liée fondamentalement à la répartition. Tu prends les 700 millions aux 40 milliards de CICE et de baisse de charges. Alors ça n'a rien à voir parce que les charges ne financent pas les emprunts de plus en plus nombreux d'infrastructures et d'investissements. Tu peux pas faire des... Non, tu peux pas multiplier les milliards comme ça, les prendre dans un budget et donner à l'autre, ça n'a rien à voir. Agricole et renforcer l'information auprès des consommateurs. Ces états généraux doivent permettre de construire un nouveau contrat de confiance dans l'ensemble des acteurs de la filière, du consommateur, car les attentes du consommateur sont légitimes. Nous devons aller dans ce sens sans stigmatiser les professionnels. Monsieur le ministre, ces états généraux sont très attendus par nos compatriotes. Comment comptez-vous agir pour offrir des... Vous les attendez beaucoup, vous, les états généraux? Pour que les filières de transformation trouvent des marges suffisantes pour continuer à innover et à se développer à l'international. Je suis convaincu, comme l'ensemble des mouvements démocrates, que ces attentes en apparence contradictoires peuvent être satisfaites. Enfin, comment comptez-vous inclure ces états généraux dans le cadre d'une réforme... Voilà, le but des états généraux, comme le rappelle Richard Ramos, l'élu du Loiret, c'est de mettre dans le même panier les deux questions qui sont l'alimentation des Français et la production de bouffe par les agriculteurs français. En gros, les Français bouffent mal, les producteurs ne vivent pas assez bien de leur production. Comment est-ce qu'on fait coïncider les deux? C'est ça les états généraux de l'alimentation. Qui me permet de rappeler à la représentation nationale que nous devons être fiers de notre agriculture et que nous devons être fiers de nos filières. Je voudrais rajouter également que nous devons aussi travailler sur le juste prix payé à nos producteurs qui souffrent depuis trop longtemps de la crise. Et les États généraux seront l'occasion de poser à plat le débat, notamment sur le juste prix payé, et de redonner de la force au triptyque distributeurs, transformateurs et producteurs. C'est là le premier chantier que nous allons aborder à travers la répartition de la marge, à travers la répartition de la valeur, mais aussi la création... Vous voyez ce que c'est le triptyque producteur, transformateur, distributeur? Producteur, c'est celui qui élève la vache et qui l'amène à l'abattoir. Transformateur, c'est l'abattoir qui tue la vache, qui transforme la viande, qui la met en paquet. Et distributeur, c'est Auchan, c'est Leclerc, c'est ceux qui vous vendent la bouffe. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit les bénéfices à chacun des moments de la chaîne pour qu'in fine, l'agriculteur touche lui aussi les bénéfices du morceau de barbac qu'on paye un bras à la caisse. De leur métier, c'est là l'enjeu de ces états généraux. Bien évidemment, nous accompagnerons les résultats, les premiers livrables de ces états généraux avec l'ambition que nous devons porter pour la prochaine PAC, c'est-à-dire une PAC qui soit à la hauteur de... La PAC, c'est la politique agricole commune de l'Union européenne qui subventionne les agriculteurs. La plus belle agriculture et la plus performante du monde. Et au-delà de ce principe, parce qu'il faut le réaffirmer sans cesse, nous devons être vigilants pour défendre les valeurs de nos institutions françaises, nos institutions agricoles, nos filières agricoles qui aujourd'hui souffrent énormément. Et à partir de là, monsieur le député, vous le savez, 14 ateliers rythmeront l'ensemble de ces états généraux qui débuteront demain et qui seront lancés par le Premier ministre. Et je vous invite à participer à ces 14 ateliers pour porter votre contribution, celle de votre département et de votre territoire. Bien, ma part des 700 millions, blague à part, c'est important ce que vous faites. Merci Claude-Cat, t'es très sympa. Et merci pour ta participation au financement du canal Seine-Nord. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Clémentine Autain, de la France Insoumise. Le 15 février 2017 dernier, le Parlement européen a ratifié... Oh non! Bordel. Allez, rassurez-vous, on va la voir la question de Clémentine Autain. C'est dingue, ça d'habitude ça marche très bien, et là je sais pas, le site de l'Assemblée nationale... Et... Dans un silence assourdissant, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, un traité que l'on appelle le CETA.
Pire, au mépris de toute valeur démocratique et sans aucune concertation préalable de la représentation nationale, près de 90% des mesures prévues dans ce traité seront applicables dès le 21 septembre prochain, alors même que nos concitoyens et que le Parlement ne connaissent pas réellement les effets désastreux de cet accord. C'est un accord qui va avoir des conséquences graves pour notre pays, puisqu'il concerne une déréglementation de normes à la fois sociales, environnementales et alimentaires sanitaires. Là, le Premier ministre qui vient de faire un signe au président de l'Assemblée nationale pour lui dire qu'il répondra lui-même à Clémentine Autain sur le CETA. En Europe, dont plus de 45 000 en France, et frappera, comme vous me direz déjà les ordonnances sur le Code du travail, en priorité les catégories de population les plus vulnérables. Enfin, ce traité est tout simplement un chèque en blanc aux multinationales qui pourront poursuivre les États via un tribunal arbitral et seront même consultés dans l'élaboration de nos lois via un organe de coopération réglementaire. De tels privilèges sont une atteinte, une attaque, une aberration. Une arrivée. Une atteinte au principe même de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, le CETA est donc une menace dramatique pour notre souveraineté nationale. Il pourrait même permettre aux entreprises américaines, dont 84% possèdent des filières au Canada, d'instrumentaliser cet accord. Alors nous vous le demandons solennellement, nous ne pouvons pas laisser le CETA devenir le cheval de Troie néolibéral qui détruira notre économie. Ratifier cet accord reviendrait à laisser les clés de notre pays aux multinationales américaines. Nous ne pouvons l'accepter. Voilà, Clémentine Autain pour la France Insoumise qui dénonce le traité de libre-échange transatlantique avec le Canada. Vous vous en souvenez sur Acropolis, on avait fait des émissions spéciales là-dessus. On avait entendu Justin Trudeau défendre le CETA devant le Parlement européen. Ah non, c'est pas le Premier ministre qui répond directement. Clémentine Autain. Le CETA constitue, dans le droit de l'Union européenne, un accord que l'on dit mixte, c'est-à-dire qui touche à la fois à des domaines qui relèvent de la seule compétence de l'Union, comme les droits de douane, et à des compétences exercées par les États membres, par exemple en matière de protection des investissements ou de fiscalité. C'est un accord mixte. L'ensemble de l'accord ne rentrera en vigueur qu'après sa ratification par tous les États membres. En revanche, pas du tout. En revanche, le Conseil a décidé, comme c'est la pratique, que la partie communautaire de l'accord entrera en vigueur de façon provisoire à une date à déterminer après la ratification par le Canada qui a eu lieu le 17 mai dernier. Oui, parce que de toute façon, l'Union européenne a déjà ratifié le CETA, donc c'est normal que la partie communautaire entre en vigueur. Une commission d'évaluation de l'impact de cet accord sur l'environnement, le climat et la santé. Elle rendra un avis scientifique et formulera d'ici début septembre, si elle estime nécessaire, des recommandations pour corriger les effets négatifs qu'elle aurait identifiés. C'est un engagement du président de la République et une attente forte de nos compatriotes. Je veux assurer ici la représentation nationale que l'application provisoire de l'accord n'aura lieu qu'après que la commission scientifique aura rendu son avis, de façon à ce que nous puissions tirer toutes les leçons de ces recommandations. Voilà, donc le gouvernement qui se veut rassurant devant les députés en disant « Rassurez-vous, ça n'entrera en vigueur qu'à partir du moment où la commission scientifique nous aura garanti qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement. » Organiser une réflexion transversale sur la politique commerciale européenne et notamment la prise en compte dans les accords commerciaux à venir des enjeux de préservation de la planète et de protection de la santé. Madame la ministre, la parole est à Monsieur Thomas Cette commission s'étendra au... Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Thomas Mesnier. Madame la ministre, depuis plusieurs années, les comportements à risque et les pratiques addictives chez les adolescents sont de plus en plus préoccupants. Surtout chez les adolescents dont les parents sont community managers au ministère de la Culture. Mais aussi la consommation quotidienne de tabac et de cannabis constitue un enjeu majeur de santé publique. Ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de polyconsommation de différentes substances toxiques. L'INSERM, dans un rapport commandé en 2014 par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, a dressé un constat particulièrement alarmant à ce sujet.
Dans ce contexte, la codéine fait depuis plusieurs années l'objet de graves dérives. Ah, la codéine! Le Purple Drunk ou Lean, ce cocktail à base de codéine et d'antihistaminique, dont la consommation est en constante Il paraît qu'il y a des gosses qui se défoncent à la codéine. 25 ans, et qui a entraîné plusieurs décès en France durant les derniers mois. Madame la ministre, vous avez pris la décision d'interdire il faut la vente libre en pharmacie. Avant c'était en vente libre, ouais. Les sirops pour la toux dégueulasses dégueulasses là. Ouais, ça me défonçait quand j'étais malade. Essentiel de prévention pour la protection. Comment tu peux te défoncer à des ça? adolescents et dans la lutte contre l'usage des smecta. médicaments et les pratiques addictives. Pouvez-vous nous préciser les contours de cette interdiction? Ah, vous êtes trop drôle sur le chat. Mise en œuvre. Thomas Mesnier, donc le député de 31 ans, député de Charente, médecin urgentiste au centre hospitalier d'Angoulême. Il est médecin urgentiste, Thomas Mesnier, et donc il tire la sonnette d'alarme sur les conduites addictives chez les jeunes qui fument du cannabis, de la Marie-Jeanne et qui bouffent du sirop pour la toux pour se défoncer. Effectivement, l'usage de la drogue, c'est mal, vous voyez. Dans notre pays, notamment par les jeunes et par les adolescents au cours des soirées. Ce sont généralement des substances que l'on retrouve dans les sirops contre la toux, qui sont mélangées à de l'alcool et qui ont entraîné cette année 2 décès. J'avais, dans une vie antérieure, été alertée par la ministre de la Santé américaine qui considérait que les dérivés morphiniques et que la codéine était maintenant la première cause d'addiction aux États-Unis. Corentin sniffe de la colle derrière le collège. C'est exactement ça. Une mère dont la fille était décédée au printemps et qui m'alertait sur le fait que cet usage de codéine augmentait dans notre pays. J'ai donc saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament et pris la décision effectivement de signer un arrêté le 12 juillet qui a pris effet le jour même et qui oblige maintenant à la prescription sur ordonnance de ces dérivés codéinés. Je vous passe la liste des médicaments incriminés. Parce que cela nous ferait perdre pas mal de temps, mais il y a toute une liste de médicaments qui sont maintenant nécessairement prescrits sur ordonnance et qui évitent aux enfants d'acheter ces sirops codéinés qui coûtent presque rien et qui mélangeaient à de la drogue. Le problème que ces enfants avaient, c'est qu'ils n'avaient même pas ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de prendre des substances interdites puisque ces sirops étaient en vente libre dans les pharmacies. Donc cet arrêté a pris effet le 13 juillet. Ça va toucher l'homéopathie. La vente sur Internet de ces produits... Non, t'as le droit de te défoncer l'homéopathie, vas-y. J'ai eu l'occasion de concerter l'ensemble des parties prenantes, syndicats de pharmaciens, ordre des pharmaciens, sociétés savantes, qui sont tous favorables à cette mesure. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer mon travail sur la prévention et l'addiction des jeunes. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Anne. C'est impressionnant cette histoire de défonce à la codéine. Monsieur le Président, apparemment c'est une vraie Mesdames épidémie. et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Il faut envisager le passé sans regret, le présent sans faiblesse et le futur sans illusion. Ça fait du bien quand même de voir des jeunes à l'Assemblée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre Clémentine Autain, Amélie Montchalin, Cette phrase Mesnier qu'on a vu tout à l'heure, l'autre qui avait 29 ans et tout. à la situation de nos comptes publics. Le passé d'abord, tel que nous l'avons étudié hier avec le projet de loi de règlement 2016. L'heure n'est pas au regret, mais à la lucidité. Lucidité sur nos records de dépenses publiques, lucidité sur nos records de prélèvements obligatoires, lucidité dans les records de mobilisation de la réserve de précaution. Lucidité surtout car nous restons le seul pays avec l'Espagne dans la zone euro à être encore en procédure de déficit excessif. Le présent ensuite, pour maîtriser la... Amélie Montchalin qui a travaillé pour Valérie Pécresse par le passé à l'Assemblée nationale. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs du côté de Saclay, donc pas très loin de là où était élue Valérie Pécresse. Elle a 32 ans et elle a battu le député Jérôme Gage, le député sortant. Vous vous en souvenez de Jérôme Gage? C'était un député frondeur. Réallouant par décret d'avance et d'annulation 3,3 milliards de dépenses. Le futur enfin, c'est à partir de demain notre étude du budget 2018 et de notre loi pluriannuelle pour le quinquennat. Ici, pas d'illusion. Ah ouais, non, si on peut éviter les commentaires sur les physiques des femmes à l'Assemblée nationale, ce serait bien. Dans le chat, ce serait cool. Et l'équilibre en 2022. L'ambition surtout d'arrêter de budgéter nos dépenses par rapport à l'an passé, mais par rapport aux besoins. Pouvez-vous... Mais ça fait des années qu'on fait ça. Comment vous allez équilibrer réduction des dépenses et baisse des impôts, mesures pour l'investissement des entreprises et dispositions pour le pouvoir d'achat des classes moyennes. Amélie Montchalin donc, qui donne l'opportunité à Gérald Darmanin de préciser la mouture du budget pour l'année prochaine. Elle a parlé de la loi de règlement. Je vous rappelle que le budget il est voté pour l'année prochaine et qu'à la fin d'un budget, à la fin d'un exercice budgétaire, un an plus tard, on vote la loi de règlement qui arrête les comptes du budget. Donc là, on a voté la loi de règlement 2016 et on commence le budget 2018. Montchalin, je peux le faire.
Je peux le faire. Quelle est la... J'aime me beurrer la biscotte. Quelle est la stratégie du gouvernement? Le passé étant passé, intéressons-nous à l'avenir, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. La volonté est de baisser drastiquement les dépenses publiques et de baisser en même temps drastiquement nos impôts, pour les ménages comme pour les entreprises. Parce que nous serons le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, à la demande du Président de la République, vous serez cette majorité du pouvoir d'achat. Pour un smicard, pour un ouvrier qui sera au SMIC dès l'année prochaine, c'est 550 € possibles de gain de pouvoir d'achat par la suppression de la taxe d'habitation. C'est 260 Suppression de la taxe d'habitation qui fait gueuler les élus locaux. supplémentaires par an parce que nous aurons baissé les cotisations sociales. S'ils touchent la prime d'activité, c'est 80 € par mois supplémentaires de pouvoir d'achat parce que nous mettrons en place les économies pour pouvoir financer cela. Ce sera 100 € d'augmentation pour la minimum vieillesse qui n'a jamais été fait dans une année par un gouvernement. Ce sera 100 € d'augmentation par mois pour l'allocation adulte handicapé. Ce sera dans les prochaines années du quinquennat l'exonération sur les heures supplémentaires. Si quelqu'un fait 4 heures d'heures supplémentaires, c'est 250 € de pouvoir d'achat. Alors oui, il faut baisser... Gérald Darmanin qui vient de nous faire la liste de tous les gains de pouvoir d'achat prévus par le gouvernement. Donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Voilà, pourquoi il gueule dans le micro? Parce que vous l'entendez pas dans son micro, mais en fait, les députés de l'opposition crient très fort. Les questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. Voilà, le président de l'Assemblée nationale qui suspend cette séance de questions d'actualité au gouvernement, une séance très mouvementée. On a entendu beaucoup de choses, notamment sur la question du général Pierre de Villiers, sur sa démission et la nomination de son successeur à la tête de l'état-major des armées. Évidemment, ça questionne le type de présidence d'Emmanuel Macron, donc ça a fait beaucoup gueuler. On a entendu parler du canal Seine-Nord, on a entendu parler des épidémies... notamment de la grippe aviaire pour les agriculteurs, on a entendu parler du traité transatlantique CETA, on a entendu parler des financements des collectivités locales, on a entendu parler du budget, beaucoup de sujets. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette séance, moi je l'ai trouvée assez intéressante sur le fond. On a encore vu des nouveaux visages, des nouvelles têtes, des gens avec qui on va avoir l'habitude de travailler sur Acropolis, mais encore une fois c'est un début de quinquennat, donc on apprend à découvrir toutes ces personnes-là. J'aimerais vraiment pas être ingénieur son de l'Assemblée nationale vu les changements de niveau de voix, ces gens. Ça doit être un vrai casse-tête. Ah bah ouais, ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue de la console. Ça doit pas être facile. Le mec te fait croire que que Meurmesu c'est pour les smicards en criant fort alors que ceux qui bénéficient de Macron c'est les plus riches. Oui, tu peux voir ça comme ça. En même temps c'est vrai que la suppression de la taxe d'habitation par définition ça va profiter aux gens qui la payent. Jean, à quoi ça sert ce genre de séance? Ça sert à la représentation nationale à contrôler l'action du gouvernement. Je rappelle que c'est l'une des compétences du Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Intéressant, et puis il y a du monde maintenant dans l'hémicycle. Ouais. Alors qu'on est en plein mois de juillet, hein. C'est cool. Pierre de Villiers est le frère de Philippe de Villiers. Oui, on l'a déjà dit en introduction de l'émission. La semaine prochaine, c'est la dernière séance exceptionnelle. Oui, la semaine prochaine, ce sera très probablement la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement pour cette séance, pour sa session extraordinaire, commentée sur Acropolis, parce que la semaine d'après, on ne continuera pas. On sera parti en vacances en ce qui nous concerne. Donc voilà. Voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Sinon, on va arriver doucement vers la conclusion de cette émission. Je n'ai plus qu'à vous rappeler surtout la programmation du reste de la journée. Alors je vais sur acropolis.fr, je vais dans l'onglet programmation. Évidemment vous avez tous en favori sur votre navigateur acropolis.fr, hein, n'est-ce pas? N'est-il pas? Et ce soir, ouais c'est ça, c'est la communauté de l'ONU spéciale Bagdad. Voilà, donc le conflit irako-syrien, présenté par Alexandre. Et ce sera ce soir à 21 h, en direct sur Acropolis. Mais que va-t-on faire cet été sans vous? Ah c'est terrible, c'est terrible. Jean, ils ont prévu quoi pour pallier au manque à gagner des institutions locales? Bah, ils ont prévu une compensation à l'euro près par l'État. La première année. Oui, voilà, c'est ça l'embrouille. La première année, t'inquiète, on rembourse. L'année suivante, on verra. Vous pensez que dans 6 mois, c'est moitié vide? Bah, je sais pas, on verra bien, on verra ça dans 6 mois, on jugera dans 6 mois. Parce que en même temps il n'y a plus le cumul des mandats, donc c'est intéressant. Là il y a plein de mecs qui ont pris la parole cet après-midi, mais qui étaient maires avant, qui cumulaient les mandats avant, maintenant ils les cumulent plus, donc c'est cool. Libérer la Palestine. Ça n'a pas été le sujet aujourd'hui. Question palestinienne. Ils prennent des vacances à l'Assemblée? Oui, ils prennent des vacances du 4 août au 5 septembre, je crois, un truc comme ça.
Sinon, quelqu'un de nouvelles de Bayrou? Non, mais je suppose qu'il t'embrasse bien fort. Acropolis, tu penses qu'un jour, vous verrez une session spéciale en direct de l'Assemblée nationale? S'il faut signer une pétition, quelque chose pour... Parfait, nous signe. Vous ferez une session spéciale en direct de l'Assemblée nationale. De quoi tu parles? Une session spéciale. Ah, tu veux dire qu'on tournera depuis l'Assemblée nationale? Oui, bah ça j'espère bien qu'un jour on le fera. Faut que j'envoie un mail à François de Rugy pour lui proposer de le rencontrer. Dis Jean, tu as lu le témoignage de Ruffin sur un député En Marche qui se considère comme un usurpateur? Ouais, j'ai lu, ouais. Oui, bah c'est un indiscret de la buvette de l'Assemblée. Au final, l'intervention de Macron avant la démission, c'était réglo ou pas? De quoi? J'en sais rien, c'est à toi de nous le dire. Libérer Palpatine. C'était pas le sujet aujourd'hui non plus. Putain, t'es con, Théo. Est-ce que la réforme de l'ISF et la taxation du capital, ça va pas encourager les ultra riches à investir à l'étranger? Investir à l'étranger. Bah non, parce que du coup l'ISF va être transformé en impôt seulement sur la fortune immobilière. Et donc du coup ça incitera les riches à ne pas acheter de l'immobilier partout tout le temps et plutôt investir dans des boîtes. Enfin je crois que c'est ça le but de l'étranger, je crois que c'est ça le but du gouvernement. Et te demander s'il est possible que tu commentes un jour en direct sur place. Oui, bah moi j'aimerais bien. Hein. Du coup ils ont posé des questions en rapport avec la réserve parlementaire. Non, parce que ça c'est pas le gouvernement qui peut répondre aux questions sur la réserve parlementaire, c'est un truc interne à l'Assemblée. Est-ce qu'un président a ses week-ends ou ses dimanches ou est-ce que c'est un boulot non-stop? Alors par définition c'est pas un boulot, c'est un mandat et donc ça ne s'arrête jamais. Il est président de la République matin, midi et soir, même pendant la nuit. Donc le boulot ne s'arrête jamais et oui il a des week-ends, il a le fort de Brégançon pour aller se reposer s'il veut, tout ça est pris en charge. C'est quoi le truc inconstitutionnel avec la suppression de la taxe d'habitation? Ça c'est une question qui a été soulevée par des juristes, le fait que la République est une République décentralisée, donc il y a des collectivités locales qui sont censées avoir une indépendance budgétaire notamment et la possibilité de lever elles-mêmes des impôts dans leur propre circonscription. Et donc effectivement si tu supprimes la taxe d'habitation, tu supprimes le pouvoir par les collectivités locales de se financer elles-mêmes. Voilà, donc c'est une perte d'autonomie budgétaire et donc d'autonomie politique pour les collectivités locales. Donc du coup on laisse tranquille ceux qui se gavent. Peut-être, ouais. Macron va donc pouvoir mettre qui il veut à la place de De Villiers ou alors c'est l'armée qui s'en charge. Ah non, ça y est, il a nommé quelqu'un, remplaçant, François... Putain, c'est pas possible d'oublier son nom, pour la millième fois le chat va me rappeler le nom. Lecointre. Quel moyen mémotechnique je peux avoir pour arrêter d'oublier le nom de François Lecointre? Lecointreau? Le cintre? Lecointre, le cintre. Ouais, pas mal. Ouais, le cintre est tout carré comme un militaire. Ouais, c'est pas mal. Désolé, je suis très fatigué, hein. Il est quand même 16h, je suis en live depuis à peu près midi ce matin, donc... Enfin, ouais, ce matin, parce que je me suis réveillé pas longtemps avant le live. Comment il tourne pour les présidences de séance? C'est le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale qui président les séances. À tour de rôle, ils ont un tourniquet, ils ont un principe, ils ont je sais pas, ils ont un Google Agenda partagé. Eh François, tu peux me remplacer lundi prochain, je voudrais passer du temps avec mes enfants. Ouais, t'inquiète, en échange tu me remplaces mercredi. Ouais, t'inquiète. Est-ce que l'immobilier était une source de capital majoritaire pour les plus grandes fortunes à la base de ce sommet reste intouché, voire favorisé par ce genre de réforme de l'ISF? Oula, je sais pas. Les retraites vont charger à bloc avec la CSG. Les retraités, ouais, l'augmentation de la CSG va pénaliser les retraités, ouais. C'était bien le live du 14 juillet, ça vaut le coup de mater le replay. Ouais, regardez. Non, vraiment, Marie, je t'invite à regarder le replay du 14 juillet, c'était très chouette. On était avec Pascal, capitaine du 17e régiment du génie parachutiste, qui a accepté de répondre à toutes nos questions sur l'armée, comment ça marche et tout. Même son uniforme, on commence l'émission, il détaille son uniforme, parce qu'il est venu en uniforme, c'était cool. Et donc il nous fait le détail de toutes les décorations, moi j'y connaissais rien et tout, il m'expliquait, capitaine, c'est 3 barrettes et tout. Et après on a commenté le défilé, et c'était assez intéressant, on a appris beaucoup de choses sur comment fonctionne l'armée, c'est qui ces gens, comment ça marche, les gros chars d'assaut, les gros avions et tout. C'était cool. Et sinon il arrive quand le sub sur Twitch, on ne peut pas être partenaire Twitch parce que Twitch impose l'exclusivité à ses partenaires et nous ne pouvons pas accepter l'exclusivité parce qu'on fait des partenariats avec d'autres chaînes, notamment des chaînes YouTube. Donc à partir du moment où on diffuse sur Twitch et sur YouTube, comme par exemple cette vidéo actuellement, on ne peut pas accepter l'exclusivité de Twitch ou de YouTube. Donc on ne peut pas devenir partenaire Twitch tant que Twitch n'autorise pas ses partenaires à diffuser ailleurs que sur Twitch. Voilà.
La suppression de la taxe d'habitation va s'ajouter sur l'impôt des classes moyennes étant donné que le budget est déjà plein de trous et qu'on l'a même pas encore validé. La suppression de la taxe d'habitation va s'ajouter sur l'impôt des classes moyennes. Ben non, c'est surtout les classes moyennes qui vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. Si je comprends... Moi je comprends pas quand ils disent qu'ils suppriment la taxe d'habitation pour 80% des gens, mais que seuls ceux qui touchent moins de 20 000 balles par an peuvent en profiter. 80% des Français touchent moins de 2 000 € par mois, sérieusement. 80% des Français touchent moins de 20 000 € par an, sérieusement? Ah bah oui, je crois. Je crois que, je veux pas dire de conneries, mais de mémoire, quand tu touches plus de 2 000 € net par mois sans enfant célibataire, tu es dans les 30% des Français les plus riches. Donc 2 000 € par mois, ça fait 24 000 € par an, net. Quel intérêt d'être sur YouTube Live autant focus Twitch? Bah il y a plus de gens qui nous regardent sur YouTube que de gens qui nous regardent sur Twitch. Hein. À partir de quoi est calculée la taxe d'habitation? Oh putain la colle. Ta taxe d'habitation elle est calculée sur ta surface d'habitation je crois. C'est pas comme la taxe des ordures ménagères qui est un truc spécifique. Pourquoi la taxe d'habitation serait-elle injuste? Parce qu'elle est très injuste géographiquement. À Paris, on paye moins de taxes d'habitation que des gens qui habitent à la campagne. Parce qu'il y a des trucs qui sont plus facilement finançables dans les grandes métropoles que dans la ruralité. Tu vois, si tu prends par exemple le ramassage scolaire, bah, t'as pas besoin de ramassage scolaire à Paris. Dans les grandes villes, t'as pas besoin de ramassage scolaire. Alors que dans les petits villages, bah, ils ont besoin de financer le pétrole pour le car, le salaire du chauffeur du car, etc. pour le ramassage scolaire. C'est un exemple. Hein. Le salaire médian, c'est 1700 net. Oui, le salaire médian. Non, 2000, c'est le revenu net médian. 20 000 €, c'est le revenu net médian. Bonjour, c'est quoi les bails? Ah, c'est con, Dominique Baudis, là t'arrives à la fin de l'émission. Au-dessus de 4 000 € par mois, t'es dans les 9% des plus riches. Ah, attention, il faut préciser, 4 000 € par mois pour un célibataire sans enfant ou... Enfin, tu vois, faut vérifier parce que t'as aussi les salaires par foyer. Hein. Mais je crois me souvenir de ce chiffre-là, c'était la fondation contre la pauvreté. C'est pas la fondation Abbé Pierre, c'est la fondation je sais plus quoi. Observatoire de la pauvreté. Inégalité.fr. Observatoire des inégalités, c'est ça, c'est Observatoire des inégalités qui a normalement un compteur, un comparateur. Je sais plus où il est sur leur site, mais en gros ils ont un comparateur où tu rentres ton salaire net mensuel, tu précises si tu es célibataire, machin, et il te dit quel est le pourcentage de la population française qui touche moins d'argent que toi, par mois. « 4 000 € net par tête sans enfant, donc pour un célibataire, oui, t'es dans les 9%, ça m'étonne pas. J'ai même l'impression que t'es beaucoup plus que les 9%. Hein. Ah, d'accord, Cactus, je viens de comprendre ton raisonnement, effectivement, d'accord. D'accord. C'est la compensation du manque à gagner de la taxe d'habitation pour les collectivités locales qui va être compensée par le budget de l'État, donc par l'impôt sur le revenu qui est la principale variable d'ajustement. Ok, d'accord. Ok. Il y a peut-être la TVA aussi. Hein. Inégalité.fr/SPIP, page égale salaire. Ouais, merci. Non, je suis désolé, vous pouvez pas poster de lien si vous n'êtes pas modo dans le chat. Mais voilà. Bon, écoutez, chers amis, il est 16h24, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous rappelle que
que ce soir à 21 h, vous avez la communauté de l'ONU présentée par Alexandre sur la question du conflit irako-syrien. Il vous expliquera tout ça tout à l'heure. Rendez-vous à 21 h en direct sur Acropolis. Moi, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt. Passez une bonne fin d'après-midi. Rendez-vous sur le Discord d'Acropolis pour continuer ces discussions. Un grand merci à Tom à la régie, un grand merci à Amy qui a préparé cette émission, un grand merci à Sylvain également. Merci à toutes et à tous, des bisous, bonne fin d'après-midi, générique, fin d'émission, ciao!